Les relations internationales se cachent parfois dans des secteurs insoupçonnables. Bertrand Badie, on le voit avec une application, TikTok, qui est une application de partage de vidéos chinoise, très populaire chez les adolescents et désormais très populaire dans toutes les capitales qui prennent des mesures. La France réfléchit à une interdiction sur les téléphones de ses fonctionnaires. Le Parlement européen, la Commission européenne font la même chose. Les États-Unis ont demandé aux agences fédérales de se pencher sur le sujet, peut-être même d'interdire totalement l'application. Bref, tout le monde craint une forme d'espionnage de la Chine. Qu'est-ce que ça nous dit? La Chine doit-elle nous faire si peur? Alors d'abord, c'est pas propre à la Chine. C'est effectivement l'image d'une montée en puissance de la Chine, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, qui est devenue réellement une puissance mondiale, et peut-être plus que ça, on aura l'occasion d'en débattre. C'est une puissance d'espionnage, si on écoute les Occidentaux, quand on voit ces réactions. Oui, mais ça, c'est une tautologie. Toute puissance est espionne. Et simplement, les méthodes de l'espionnage changent avec les progrès de la technologie. Mais ça veut dire qu'il y a une fébrilité de notre part face à cette Chine. Vous dites, ça fait partie des relations internationales classiques, ce jeu d'espionnage. Sauf que là, on réagit, voire on surréagit. Oui, parce que la forme est tellement nouvelle qu'elle engendre l'incertitude, et l'incertitude engendre la peur. C'est-à-dire que l'on sait qu'il y a un nouveau positionnement des États, et pas seulement des États, d'ailleurs, dans le jeu mondial, de quantité aussi de grands acteurs. Regardez Elon Musk et ses fonctions dans le renseignement satellitaire en Ukraine. Donc, face à toutes ces révolutions, on sait qu'il y a des paramètres nouveaux, mais on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas, et on ne sait pas comment les gérer. Ça, c'est autant d'éléments qui, d'un point de vue concret et immédiat, impliquent de la part des États qu'ils renouvellent et qu'ils renforcent leur service de renseignement. La guerre sera de plus en plus, la conflictualité sera de plus en plus une conflictualité de l'information. C'est quelque chose d'extrêmement sensible. Ce qui montre que nous entrons dans un monde où les relations internationales sont de plus en plus dépendantes des comportements sociaux, de moins en moins des stratégies et de plus en plus des comportements sociaux. La stratégie d'un État est toujours adaptable à celle que lui oppose un autre État. La stratégie de modification et de transformation des comportements sociaux, c'est-à-dire du comportement de 8 milliards d'individus, c'est beaucoup plus difficile à gérer, et c'est ça l'enjeu actuel. Vous le soulignez à l'instant, ça intervient dans un contexte qui n'est pas anodin. La Chine, elle est au cœur de l'attention pour plusieurs raisons. Parce que les États-Unis l'accusent de vouloir livrer des armes à la Russie, ce que Pékin dément et continue de démentir, et aussi parce que la Chine a esquissé ce qui pouvait être un début de discussion sur une solution de paix. Que veut vraiment la Chine? La Chine veut-elle sincèrement être demain le médiateur dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? Alors, la Chine, elle veut d'abord pour elle-même. Et pour elle-même, ça veut dire, dans la culture chinoise, la revanche par rapport à 2 siècles d'humiliation, c'est-à-dire avoir un statut. Vous savez, la quête du statut. Humiliation, vous entendez quoi? Ça a été le 19e siècle et la guerre d'opium. Je ne vais pas faire une leçon d'histoire là-dessus, mais vous vous souvenez à quel point les puissances occidentales marginalisaient, instrumentalisaient, méprisaient la Chine. C'est resté très profondément ancré dans les mémoires chinoises. L'idée que le centre du monde, c'était l'Europe et les États-Unis. Exactement. Et le grand défi actuellement, c'est pour la Chine de rentrer dans le monde. Ou peut-être d'entrer, parce que c'est entrer dans une mondialisation unifiée, inclusive, intégrante, qui n'existait pas auparavant. Et là, de ce point de vue, le conflit russo-ukrainien, en même temps, la dérange et peut l'arranger, avec quelques guillemets. La dérange. Pourquoi? Parce que, effectivement, si ce conflit vient à s'aggraver, c'est tout l'équilibre du système international, système économique, système politique, système institutionnel, qui risque d'être mis en péril. La Chine, pour sa croissance, a besoin d'un système international qui fonctionne. Donc, effectivement, elle a nécessairement son mot à dire dans la gestion, j'ose pas dire le règlement, mais dans la gestion de ce conflit. Mais vous disiez à l'instant, les États-Unis, eux, qui sont aussi en guerre, je mets des guillemets, commerciale avec la Chine, et puis il y a une guerre même presque d'influence territoriale, on parle souvent du Pacifique, et c'est un élément majeur.
peuvent-ils accepter que la Chine prenne une telle place? Ils sont dans autre chose. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il est au G20 là, des ministres des Affaires étrangères. Il dit pas de rencontre avec l'homologue russe, mais pas de rencontre non plus avec l'homologue chinois. Il y a quelques heures, les États-Unis approuvent une vente d'armes à Taïwan pour plusieurs centaines de millions d'euros. De là, imaginer qu'ils soient main dans la main demain pour régler le conflit russo-ukrainien? Je crois que la réalité est infiniment plus complexe. Elle est presque équivoque à chaque niveau. Il y a une guerre commerciale formidable entre la Chine et les États-Unis, mais il y avait l'an dernier 700 milliards d'échanges de dollars, 700 milliards de dollars d'échanges entre la Chine et les États-Unis. Il y a une concurrence, mais il y a quand même des liens. C'est-à-dire ce qu'on appelle une guerre commerciale, c'est un échange qui s'accroît, mais dont on veut rééquilibrer les termes. C'est pas vraiment une guerre. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup ce terme de guerre commerciale parce que ce n'est pas de la confrontation, c'est en même temps de l'échange intensifié. Vous diriez quoi? C'est une compétition économique? C'est une concurrence? C'est une compétition, c'est une concurrence, mais la concurrence dans un monde intégré, c'est être dépendant de paramètres identiques. Donc, il y a des moments de convergence inévitables. Ça n'a rien à voir avec la guerre au sens clausewitzien du terme. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, être en situation de compétition commerciale implique effectivement un repositionnement sur le plan politique. Ce n'est pas commode non plus. On est dans un temps, celui de la mondialisation, où l'exercice de l'hégémonie pure et simple n'est plus aussi facile. Pourquoi? Parce que nous sommes en mondialisation, donc en interdépendance, et si on est dans une logique d'interdépendance, Monsieur de la Palisse m'aurait précédé, ça veut dire que personne ne peut prévaloir sur l'autre. Pour un pays qui a une tradition impériale et qui a même une tradition messianique, s'adapter à cela est d'autant plus difficile que les États-Unis considèrent qu'ils ont un peu inventé cette mondialisation. Donc tout ceci est à refaire. Et puis après, il y a effectivement le dossier ukrainien. Et là, les États-Unis ont légitimement peur de voir la Chine intervenir aux côtés de la Russie, d'où ces phrases probablement dissuasives. Attention, vous allez livrer des armes. Mais non, il n'est pas question que je livre des armes. Mais plus je dirai attention, plus je pense que mon adversaire fera attention. Ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect, c'est que tout le monde voit que la manière dont se construit jour après jour le conflit ukrainien, il n'a pas de solution interne. Je veux dire, il n'y a pas de solution par une transaction surtout territoriale entre les deux belligérants et Poutine. On n'y pense pas, c'est impossible. Donc, il faut trouver une formule de régulation qui soit plus ample et qui implique forcément un acteur extérieur. Et qui implique c'est-à-dire, il y a la Chine, on en parle beaucoup en ce moment, du fait notamment de ce fameux plan chinois, mais il y a aussi derrière la porte tout un tas de candidats à cela. Alors, la Turquie avait tenté, mais la Turquie a réussi des petits morceaux quand même. Rappelez-vous l'accord sur les livraisons de céréales. Il y a l'Inde et tout ce bloc indien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aux Nations Unies, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh ont voté de la même façon, c'est-à-dire se sont abstenus. Et puis, il y a aussi l'Union africaine, qui représente à terme 40% de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire quoi, cela? Mais ça veut dire, quand vous parliez tout à l'heure d'un monde qui n'est plus comme avant, une transformation gigantesque. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Europe montre qu'elle n'est pas capable de résoudre un conflit qui lui est propre, et peut-être pour la première fois, ce seront des États extra-européens qui remettront de l'ordre dans les affaires européennes. On n'en est pas là. Mais c'est une piste qui, pour la première fois, est éclairée. Vous savez, avant qu'un avion ne décolle, on voit les pistes s'éclairer. Celle-ci est en train de s'éclairer. C'est le début mais c'est le début de quelque chose d'absolument révolutionnaire. Mais